encourager, les décourager? Va-t-on blinder les frontières? L'Inde, aujourd'hui, a construit à sa frontière avec le Bangladesh une clôture de sécurité sur l'ensemble de sa frontière, de manière à s'assurer que lorsque la situation au Bangladesh empirera, il n'y aura pas de migrants du Bangladesh qui pourra franchir la frontière et s'établir en Inde. Et que donc on est aussi, en matière de politique migratoire, face à des obstacles considérables quant à la liberté de circulation des personnes. Que va-t-il arriver aux 160 millions de Bangladais si le premier pays, ou le pays le plus évident dans lequel il pourrait se réfugier, a d'ores et déjà décidé de fermer et de clôturer sa frontière? Restera l'option d'aller au Pakistan ou d'aller en Birmanie. Ce ne sont pas les pays les plus accueillants. C'est un problème qui va se produire un peu partout, y compris dans les pays industrialisés. La NASA a simulé sur cette carte artificiellement ce que serait une hausse uniforme d'1 mètre de l'élévation du niveau de la mer. J'attire votre attention sur les portions de territoire considérables qui vont disparaître dans certains des pays les plus peuplés du monde, notamment aux Philippines et en Indonésie. Ce qu'on ne sait pas non plus, et c'est un des gros enjeux pour la recherche, c'est ce qui se passerait si la température, la hausse de température moyenne, atteignait les 4 degrés d'ici la fin du siècle. Vous savez qu'un nombre croissant de climatologues pensent que c'est désormais une hypothèse tout à fait vraisemblable, et même l'hypothèse la plus probable, au train où vont aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre. La différence entre 2 et 4 degrés, pour les populations, c'est qu'à 4 degrés, un très grand nombre de régions du monde vont devenir inhabitables. Aujourd'hui, globalement, il est possible physiquement d'habiter à peu près partout sur la surface du globe, mis à part au milieu du Sahara ou dans le nord de l'Afrique. Si demain nous passons à 4 degrés, de très nombreuses régions du globe vont devenir inhabitables pour les populations humaines. Ce qui veut dire qu'il y aura une redistribution majeure de la population sur la planète à laquelle nous ne sommes manifestement pas préparés. Vous voyez l'émoi politique que cela crée en France lorsqu'il s'agit d'accueillir quelques centaines de réfugiés syriens. Imaginez l'état du débat politique si nous devons discuter d'une redistribution globale de la population à la surface de la planète. Or, on sait qu'historiquement, l'environnement a été le facteur majeur de la distribution de la population sur la planète. Nous sommes à la veille d'un changement majeur de l'environnement. Il est donc logique que ce changement majeur entraîne une redistribution de la population sur la planète. Nous ne sommes pas encore du tout préparés à cela. Et puis bien sûr, autre grande incertitude, c'est, je ne vais pas m'appesantir sur cela parce que c'est des choses que vous connaissez déjà bien, c'est bien sûr le risque que nous atteignions des tipping points, des points de bascule qui entraînent des changements abrupts et irréversibles. Bon, voilà, le National Geographic, en février de cette année, a simulé l'élévation du niveau des mers qui résulterait d'une fonte complète de la calotte polaire arctique. C'est donc une hausse du niveau des mers de l'ordre de 6 ou 7 mètres. Vous voyez ce qui arriverait même en Europe. Bruxelles deviendrait une station balnéaire. Les Pays-Bas et le Danemark disparaîtraient complètement. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine en Crimée se résoudrait par lui-même. Mais la situation serait évidemment incomparable à la situation en Asie du Sud et du Sud-Est. Vous regardez l'effet sur certains pays comme la Chine, le Bangladesh qui disparaîtrait complètement. Il y a sur cette carte davantage de population que partout dans le reste du monde. Sur cette carte habite plus de la moitié de la population mondiale. Ce que nous ne savons pas non plus, lorsque
on aborde la question des conflits et de la sécurité. Voilà toute une série d'autres graphes qui montrent également des corrélations très frappantes entre les questions de sécurité et les questions climatiques. Ce que nous ne parvenons pas encore à établir aujourd'hui, c'est si nous sommes face à des phénomènes de corrélation, d'association, ou face à des phénomènes de causalité. Corrélation, vous le savez, ne veut pas nécessairement dire causalité. Aujourd'hui, il y a un débat très vif dans la communauté académique quant à savoir si on est face à des phénomènes de corrélation ou de causalité. Un débat qui est également largement un débat entre quantitativistes et qualitativistes. Les quantitativistes estimant généralement qu'un tel nombre de corrélations ne peut signifier qu'une causalité évidente, les qualitativistes étant plus prudents et insistant sur les facteurs multiples qui déterminent un conflit et qui favorisent l'occurrence d'un conflit. Mais donc il y a aujourd'hui un gros enjeu de recherche également sur ces questions de lien entre climat et sécurité. Il y a ici récemment paru dans Nature cet article qui appelle à la paix entre les quantitativistes et les qualitativistes pour essayer de définir un agenda de recherche et pour essayer d'avancer sur ces questions. Je veux également vous renvoyer à un numéro spécial de Climate Change que nous avons publié au début de cette année et qui fait suite à un atelier que nous avons organisé à Paris et qui réunissait quantitativistes et qualitativistes pour essayer de définir ensemble un agenda de recherche sur ces questions. Enfin, je voulais terminer par le fait que nous devons faire très attention quant à la communication autour de ces questions, aux représentations de ces questions dans les débats publics et aux réponses politiques qu'elles peuvent induire. Chaque année, je réalise avec mes étudiants de Sciences Po un petit compendium des principaux cas de migration liés à l'environnement qui se sont produits au cours de l'année écoulée. Donc on a une sorte de recueil annuel des principaux événements climatiques qui ont généré des migrations au cours de l'année écoulée. La publication reçoit généralement un certain intérêt dans la presse et une année, on a eu un bel article dans Le Monde à partir de ce rapport annuel. Et je reçois un coup de fil d'Hervé Kempf, qui à l'époque travaillait toujours au Monde, et qui me dit « Écoute François, l'actualité n'est pas très fournie pour le moment, et donc il est possible que cet article, qui va me faire relire et dont j'étais très content, et donc si tu veux, je peux t'avoir une accroche à la une pour cet article et pour ton rapport. Mais il me dit, il faudrait simplement que tu me dises ce qui le rend d'actualité. En d'autres termes, quelle pourrait être une accroche pour le placer à la une? Je ne peux pas juste dire, les étudiants de Sciences Po ont sorti un beau rapport sur les déplacements de population liés à l'environnement. Et il me demande, est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement saillant cette année qui pourrait en faire une information digne de la une? Et donc je lui dis, écoute, cette année 2010, c'est une année où les déplacements ont été particulièrement nombreux, et pour la première fois, le nombre de déplacés, c'était la première année, dépasse le nombre de personnes déplacées par les guerres, les violences et les persécutions. Il me dit, parfait, je n'en ai pas besoin davantage, on mettra ça à la une. Et donc voilà ce que ça a donné, où d'un coup ces personnes étaient devenues des réfugiés climatiques. Ce qui en soi n'était pas encore trop problématique, c'était un petit raccourci, puisqu'on parlait de personnes déplacées par des catastrophes, pas forcément climatiques, mais il y avait un petit raccourci que je lui pardonne volontiers. Le problème est que ces migrations ont souvent été utilisées comme l'argument qui prouvait la réalité du changement climatique. Quelques jours plus tard, Claude Allègre et d'autres ont publié dans le Wall Street Journal une sorte de carte blanche imbécile où ils mettaient à nouveau en cause la réalité du changement climatique. Et un autre journaliste du Monde, Stéphane Foucard, que vous connaissez aussi j'imagine, a publié un contre-article en disant « Cette carte blanche de Allègre et consorts, c'est n'importe quoi. Nous avons montré dans notre édition d'il y a une semaine que le changement climatique était une réalité puisqu'il déplaçait des populations. » Et donc il faut faire attention aussi dans la communication autour de ces questions à ne pas utiliser ces déplacements
comme la preuve de l'existence du changement climatique, et c'est souvent ce qu'on va faire lorsqu'on va chercher pour une preuve tangible et évidente de la réalité du changement climatique. On va souvent se tourner vers ces migrations, ce qui va souvent simplifier beaucoup en réalité la complexité de ces migrations. Les réponses politiques, comme je le disais, se fondent bien plus largement, et je vais en terminer dans quelques minutes, les réponses politiques se fondent bien plus largement sur les perceptions que sur les réalités. Et donc quand on regarde l'état du débat politique aujourd'hui sur ces questions, et de plus en plus de politiques, et c'est heureux, se saisissent de la question et souhaitent faire quelque chose, le problème est que le débat repose largement sur ces perceptions plutôt que sur les réalités. Que le résultat, c'est que, politiquement, on voit comme la priorité le développement de nouveaux instruments de droit international. Le débat sur la réponse politique porte encore aujourd'hui largement sur la question du statut de ces réfugiés, puisque le droit international ne prévoit aucun statut juridique pour se déplacer de l'environnement. Et donc beaucoup de politiques imaginent qu'en créant un statut, on résoudrait le problème. Le problème, c'est qu'un statut dans le droit international serait forcément inopérant, puisque l'essentiel de ces migrations se produisent à l'intérieur des frontières nationales, et que donc il revient aux États de gérer chacun leur migration, et non pas au droit international. Il y a une attention sans doute trop grande qui est portée à la seule question du changement climatique au détriment d'autres types de catastrophes naturelles ou d'autres types de dégradation de l'environnement qui vont elles aussi déclencher des migrations. Le résultat, c'est que aujourd'hui, le forum privilégié pour discuter de ces questions, ce sont les négociations sur le climat, plutôt que d'autres forums de négociations qui traitent des migrations ou des déplacements.